Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un replay de ce qu'on fait sur le Patreon. Donc en l'occurrence, c'est un replay d'analyse d'actions où on analyse les actions qui sont proposées par les membres et où on explique pourquoi elles sont bonnes ou elles sont moins bonnes. Pour le Patreon en ce moment, vous avez une offre, 8 € par mois à vie au lieu de 19 € par mois, sachant que c'est sans engagement, donc vous pouvez résilier quand vous le voulez. D'ailleurs, il reste plus qu'une quinzaine de places pour profiter de cette offre sur le Patreon. Je vous remercie pour votre intérêt. Allez, je vous embête pas plus longtemps, c'est parti pour la vidéo. Bon allez, bonjour à tous, c'est parti, on a 12 actions à analyser. Je vais prendre du temps sur les belles actions, je vais moins en prendre sur celles qui me plaisent pas trop. J'irai à l'essentiel et je vous dirai rapidement pourquoi est-ce qu'elles ne me plaisent pas. Alors, j'étais sur Nike et on passe sur Clinica Baviera. Clinica Baviera. Alors. X Madrid Clinica Baviera. Allez, let's go. Let's go. Est-ce que j'arrive à vous expliquer un petit peu le business de l'entreprise? Ah, on n'a pas grand-chose sur les incomes. Bon, bah, je vous laisserai aller voir. On est sur de la pharma. Globalement, on a une rentabilité qui est correcte. Un ROCE de 10... Allez... 13%, un return on equity de 15%, c'est supérieur au secteur d'activité, donc c'est validé. En revanche, point d'attention sur le fait que par rapport à l'historique, on a des valeurs qui sont inférieures à habituellement, et sur les 10 dernières années, il n'y a rien à dire, c'est top. Il y a dû y avoir quelque chose, Pierre Stock il m'a demandé de l'analyser, il y a dû y avoir quelque chose là sur à peu près en... Ouais, c'était quand ça? C'était à mon avis sur la période des résultats là il y a dû y avoir une annonce qui a fait que la G-value a baissé fortement. Donc Pierre, si tu as des infos là-dessus, n'hésite pas à nous dire. Globalement, une santé financière qui est très bonne, un Scandatman qui est safe, un cash qui augmente fortement avec une dette qui augmente légèrement, donc ça c'est plutôt cool. Une croissance du revenu qui est assez importante, à part en 2020, Covid, mais comme je vous le dis habituellement, c'est pas quelque chose que je prends beaucoup en compte. On a une part du cash flow assez importante qui est utilisée pour les dividendes. On va aller regarder ça. Clinica Baviera. Dividendes et rendement en bourse. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Clinica Baviera? Croissance annualisée, ok, non, parce qu'il a été diminué le dividende sur les 3 derniers exercices, 2021, 2022, 2023, il a été coupé en 2020. Un rendement annualisé de 2,23%, un payout un peu élevé à mon goût, surtout vu le secteur d'activité. Bon, globalement, le dividende, c'est pas terrible. Avec un payout assez élevé, donc ça peut expliquer aussi pourquoi il le coupe et il le baisse assez facilement. Globalement, c'est une belle entreprise. Si on regarde un petit peu le gross rank, ok, c'est dommage qu'on n'ait pas les projections sur les 2-3 prochaines années, mais je pense que ça doit être pas mal. Donc effectivement, c'est une belle entreprise, une très belle entreprise même. Après, personnellement, elle est surévaluée, hein, ça, il y a pas photo. Pour moi, on a un PE ratio de 42. Donc globalement, belle entreprise, surévaluée. Bravo à ceux qui ont eu des beaux points d'achat. Hein. Il me semble que d'ailleurs, tu as une belle plus-value là pour l'instant, Pierre, toi dessus. On a un severe warning sur les actifs qui augmentent plus rapidement que ce que n'augmentent les revenus. Donc pour moi, belle entreprise. Est-ce que j'investirais dessus? Non, parce qu'elle est actuellement surévaluée. On a un PE ratio de 42. Donc ça peut encore monter, mais je juge personnellement qu'on est sur des niveaux qui sont assez élevés. Et ensuite, j'ai quand même une réticence vis-à-vis du dividende. Je préférerais que l'entreprise utilise son cash flow pour investir. Donc, pour ces raisons, c'est pas une action sur laquelle j'investirais à l'heure actuelle. Ensuite, on a Bobby qui nous a demandé d'analyser FedEx.
Globalement, FedEx en termes de rentabilité, c'est pas terrible. On a des marges qui sont faibles, un return on equity qui est correct, mais il y a que ça quasiment qui est correct. Un ROCE qui est de 9%. Pour moi, il faudrait au moins que ça dépasse les 10, voire les 20%. Et là, ce serait intéressant. Sur les 10 dernières années, on a 10 années de profitabilité. Ça, c'est une bonne chose. On a une santé financière qui a l'air moyenne, avec un score d'Altman notamment qui est dans le jaune. Donc, c'est pas terrible. Effectivement, on a beaucoup de dettes, peu de cash. Et un cash qui stagne, alors qu'on a une dette qui a quand même fortement augmenté. Globalement, on a un revenu croissant, sauf sur le dernier exercice. Il faudrait essayer de regarder pourquoi. On a un cash flow qui est utilisé pour le dividende, mais par rapport au cash flow total, c'est pas énorme non plus. On a un severe warning, ok, donc les actifs augmentent plus rapidement que ce que n'augmentent les revenus, c'est aussi à prendre en compte. Globalement, c'est moyen. Ça explique aussi pourquoi on a un PI ratio qui est pas trop élevé, un PI ratio de 15. Mais vous voyez, même avec un PI ratio de 15, on se considère pas comme étant sous-évalué. On est peut-être même légèrement surévalué. Donc, globalement, c'est une entreprise qui répond pas à mes critères d'investissement, personnellement. Et une entreprise qui a une croissance en revanche. Non. Vous voyez qu'en termes de croissance, c'est pas terrible non plus. Bon, on a un bénéfice par action d'ici 3 à 5 ans qui devrait augmenter de 13%, ça c'est une bonne chose. En revanche, on a une croissance du revenu qui est pas terrible du tout, avec une anticipation à 1,8%. Donc voilà. Je pense qu'il y a mieux que FedEx pour investir. Ensuite, on a Mersen. Alors Mersen, pour ceux qui se souviennent pas, on l'a analysé sur la chaîne il n'y a pas très longtemps et on est sur un expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite. Donc Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs entre guillemets porteurs, l'énergie, les transports, l'électronique, la chimie, la pharmacie, etc. etc. Donc on a un secteur d'activité qui est à la fois assez spécifique, mais avec une clientèle qui peut être très large, avec différents types d'industries. Si on regarde un petit peu les fondamentaux pour Mersen, bon, je vous refais pas non plus tout le détail, mais c'est pas non plus exceptionnel. On a une santé financière qui est correcte, on a quand même un score d'Altman qui rentre dans le distress, on va essayer de voir pourquoi. Ok, on a une dette quand même assez élevée, en croissance, alors qu'on a un cash qui est plutôt sur une pente baissière là sur les 3 derniers exercices. On a un revenu qui stagne et on a une part raisonnable du cash flow qui est réservé aux dividendes. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. Un gross rank qui est pas terrible du tout, notamment si on regarde le free cash flow et le bénéfice par action des 3 dernières années, c'est pas terrible. Sur les 10 dernières années, on n'a que 8 années qui sont vraiment profitables. Vous voyez, on a un net income négatif en 2013 et en 2020. Bon, période du Covid, ok, je veux bien ne pas le prendre en compte. C'est pas exceptionnel pour Mersen non plus. Personnellement, même si on a une belle tendance haussière depuis le Covid, c'est pas une action qui répond à mes critères personnels d'investissement. Donc, je passe sur Mersen. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a du Michelin. Michelin, est-ce qu'on trouve Michelin ? Michelin que j'ai déjà eu en portefeuille, que j'ai vendu il y a quand même quelques années. Alors, Michelin, on commence avec 3 sévères warnings. Pourquoi Michelin ? On a des actifs qui augmentent plus rapidement que ce que n'augmentent les revenus et on a des marges qui déclinent. Donc c'est à prendre en compte. Effectivement, quand on regarde les marges par rapport à l'historique, notamment les marges opérationnelles, on est un petit peu en dessous que ce qu'on a pu connaître. En termes de rentabilité, c'est pas incroyable non plus. On est quand même au-dessus de 10 en termes de ROCE et en termes de return on equity. On a des marges qui sont pas exceptionnelles non plus. Donc une rentabilité qui est pas exceptionnelle, on en reste là. Un bénéfice par action, une croissance du bénéfice par action qui est pas terrible non plus sur les 3 dernières années. Et si on regarde
les anticipations en termes de croissance du revenu, c'est pas terrible non plus, hein. C'est en partie pour ça que j'avais vendu, parce que la rentabilité s'était un petit peu dégradée vis-à-vis de Michelin. Alors je sais qu'ils essayent d'innover. Ils essayent d'innover, hein, dans leur matière, dans leur domaine, pardon. Ils font pas mal de recherche et développement, notamment. Donc, globalement, pour Michelin, c'est pas terrible. Et c'est aussi pour ça qu'on considère, encore une fois, même si on a un PI ratio qui est que de 10, 10,5, on considère qu'on n'est pas encore sous-évalué. Et tout ça, c'est lié à tout ce que je viens de vous dire. Donc, pour Michelin, bof bof. Ensuite, on a Katana. Katana, je vais pas vous la refaire parce que je crois que je l'ai fait récemment. Donc je vous laisse aller fouiner un petit peu sur la chaîne, mais Katana c'est pas mal. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut faire un petit peu gaffe à très long terme. C'est pas une action sur laquelle j'investirais, notamment en lien avec la famille Poncin, actionnaire principal, qui a des façons de se rémunérer un peu discutables, voilà, globalement. Ce qui peut aussi expliquer le chute du cours en bourse, alors qu'on est quand même sur une très belle action. Vous voyez qu'en termes de ROCE, là on est plus sur du 30%, pareil pour le return on equity, et des marges un petit peu plus élevées que ce qu'on a pu voir avec notamment Michelin et Mersenne. Une bonne santé financière. Si on regarde un petit peu en termes d'anticipation, on n'a pas beaucoup d'infos. Mais regardez, si on regarde les 3 dernières années, la croissance du bénéfice par action, 50%, c'est assez énorme. On a beaucoup de cash, une dette qui stagne, un revenu en croissance, la part du cash flow qui est utilisée pour le dividende n'est pas énorme. Et c'est vrai qu'on a une GF value qui est intéressante actuellement. Effectivement, Katana, je suis rentré à 4,90 dessus, les amis. On n'a pas de sévère warning, donc là on est quand même sur une belle action. Pour Katana, je vous la refais pas totalement, mais effectivement attention quand même. Bon là on est sur des zones intéressantes, mais à long terme attention quand même à ces actionnaires là qui ont... Faut éclaircir un peu tout ça. Ensuite, on a... Oula. Wavestone. Est-ce que je dis une bêtise ou est-ce que je dis pas de bêtises? Est-ce qu'on trouve ça? Wavestone. Wavestone X par yes, on a ça. On a ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait chez Wavestone? Wavestone... Ok, donc on est sur un single segment. On va retourner voir sur Google. Wavestone. Wavestone est un cabinet de conseil qui a pour mission d'accompagner les leaders d'aujourd'hui et de demain. J'aime bien les cabinets de conseil, ça a quand même le vent en poupe. Et ben alors, qu'est-ce qu'on propose en termes de fondamentaux chez Wavestone? Une profitabilité qui est pas trop mauvaise, return on equity de quasi 20%, ROCE de 22%, des marges qui sont élevées, mais attention, on a des marges qui sont élevées, mais par rapport au secteur d'activité, on est dans la moyenne. On est sur un leader, hein, donc c'est intéressant. En termes de santé financière, c'est très correct. On a plus de cash que de dette. On a réussi à faire diminuer un petit peu la dette, là, d'ailleurs, ces dernières années. Peut-être, d'ailleurs, en utilisant du cash, hein. On a un revenu en croissance. On a utilisé un petit peu de cash aussi pour le dividende. Rien d'inquiétant. On a un severe warning qui est lié aux marges. Donc, attention quand même sur les marges. J'investirai pas maintenant. J'attendrai de retourner sur des niveaux de valorisation un petit peu plus intéressants. On n'est pas sur une large cap, donc c'est des PI ratios qui sont un peu élevés quand même. Donc à voir. Personnellement, je serais patient pour rentrer, mais c'est une belle action, hein. Globalement, les 3 dernières années, on a un bénéfice par action qui a augmenté de 18%, hein. C'est très correct, hein. Donc Wavestone, belle action. Belle action, faudrait l'analyser techniquement. Si vous voulez que je le fasse, dites-le moi, je le ferai. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu et être patient sur le sujet pour Wavestone. Ensuite, on a Forvia. Forvia, qu'est-ce qu'on a? Forvia, Xpar, Forvia. Et puis on va aller voir quand même ce que fait l'entreprise.
Forvia. Hop. Donc on doit être dans la mobilité, dans sa dernière tribune. Ok. Forvia? Mais là on est sur Forestia. Smart Mobility, ok. Ah, on avait sinon un petit Wikipédia. Ah, ok, donc c'est Forestia. DAC. Je vois. Groupe français d'ingénierie et de production d'équipements automobiles. Siège, système d'intérieur, etc., etc., etc. Ok, donc on est dans l'automobile. C'est vrai qu'en ce moment, l'automobile, je suis pas positionné dessus. J'ai eu du Renault, j'ai fait plusieurs allers-retours sur Renault, j'ai vendu en plus-value, j'ai racheté quand elle était sous-évaluée, etc., etc. Forvia, Forestia du coup, anciennement, je connais pas plus que ça, on va regarder. Les fondamentaux sont pas exceptionnels. Je vous laisse faire le job là par exemple en termes de profitabilité. Je le refais rapidement avec vous. Un ROE et un ROCE qui sont largement en dessous des 20%, on est sur du 5%, c'est pas terrible. Et en même temps, c'est pas terrible par rapport au secteur d'activité. Pareil pour les marges, globalement. Sur les 10 dernières années, on n'a que 7 années de profitabilité. C'est pas top, il faut quand même prendre en compte l'historique, même si c'est pas forcément ce qui se passera dans le futur. D'ailleurs, je comprends pourquoi vous m'avez demandé de l'analyser. Effectivement, grosse chute, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le moment. Personnellement, je resterai éloigné de ce genre d'action. Un score d'Altman en distress, donc on a des probabilités de faire faillite. Un cash to debt qui est pas terrible du tout, avec une dette qui augmente fortement et un cash qui baisse. Globalement, un revenu qui stagne. Avec, comme vous le voyez, plusieurs années où on a un net income négatif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un gros rank qui est pas terrible non plus. Croissance des revenus de 5% anticipée. C'est pas terrible, les gars. Forestia, moi, personnellement, j'investis pas. Sanofi, je suis rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Sur les points bas, là. Non, on cherche du X bar, voilà. Donc Sanofi, globalement, en termes de profitabilité. Vous voyez que on a un return on equity et un ROCE qui sont pas terribles non plus. Donc je vais aussi essayer de vous expliquer pourquoi j'ai investi dessus. Globalement, on a des marges qui sont bonnes et qui sont supérieures au secteur d'activité. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Effectivement, le ROE et le ROCE, c'est moyen, comme je vous l'ai dit, sur les autres actions qu'on a pu voir récemment. Ensuite, en termes de santé financière, c'est correct. C'est correct dans le sens où on a une dette qui diminue, mais on a aussi un cash qui diminue, et on a un ratio cash to debt dans le secteur d'activité qui est correct. On a des revenus qui sont en légère croissance, voilà, et vous voyez qu'on utilise quand même un peu de cash pour le dividende, on ira voir ça après. En termes d'anticipation, vous voyez que sur les futures 3 à 5 années, on anticipe une croissance du bénéfice par action de 13,3%. Et ça, je considère que c'est intéressant. Il y a une restructuration là dans l'entreprise qui a fait fortement baisser le cours de l'action, comme vous voyez, bam. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté aussi dans ces alentours, parce que je considère que personnellement c'était nécessaire de se recentrer sur des produits sur lesquels on allait pouvoir augmenter la profitabilité. Donc c'est une conviction, attention. Et c'est vrai que ça correspond pas. Si je m'en tiens à ma stratégie d'investissement, Sanofi n'y correspond pas finalement. Là, ce que je fais, c'est de la spéculation en me disant bon, ils font des efforts sur tel et tel secteur, donc je pense que ça peut permettre d'augmenter la profitabilité. On n'a pas de severe warning, donc globalement, Sanofi, c'est discutable. On va aller voir le dividende. C'est discutable et effectivement, ça correspond pas exactement à mes critères d'investissement. C'est pour ça que je vous dis que c'est de la spéculation, c'est-à-dire que je spécule sur une amélioration de la rentabilité de Sanofi. Mais on part quand même avec des bases. Faut pas non plus faire ça sur des actions sur lesquelles il n'y a pas de base. Donc, le dividende, il est en croissance quasi constante depuis plus de 30 ans. On a un rendement de 4% et on a un payout de 80
2,8%. C'est un peu élevé aussi, et c'est vrai que ça ne correspond pas forcément à ma stratégie d'investissement. C'est pour ça que Sanofi, c'est pas une action que je veux garder sur le long terme, et c'est aussi pour ça que c'est une toute petite position. Allez regarder dans mon portefeuille, c'est aussi pour ça que c'est une toute petite position dans mon portefeuille. Effectivement, on a un ROE qui est élevé, et d'ailleurs on utilise du cash pour payer le dividende, un cash qui est une proportion du cash qui est plus importante que sur les dernières actions qu'on a analysées. Donc voilà pour Sanofi. Ensuite on a Alstom. Alstom Xpar. Ok. Alors pour Alstom, c'est pas terrible, on est même dans le négatif, c'est pour ça que ça baisse. Donc les gars, n'allez pas sur ce genre d'action, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça pourrait très bien continuer à baisser. Il suffit que les vendeurs à découvert arrivent, et là c'est fini. On a de fortes probabilités de faire faillite. On a un cash to debt qui est pas terrible. Regardez, ça s'inverse même. Un revenu qui est pas croissant non plus. C'est pas terrible du tout. Sur les 10 dernières années, on a eu que 7 années de profitabilité. Et vous voyez, quand on est négatif là dans dans tout ce qui est ROE, etc., c'est pas terrible, les gars. C'est pas comme sur Sanofi où on a des bases quand même assez solides. D'ailleurs, si on retourne sur Sanofi, vous voyez que sur les 10 dernières années, on a 10 années de profitabilité. Donc Alstom, ne pas y aller, tout simplement. Regardez long term dette, donc la dette long terme, les actifs qui augmentent plus rapidement que le revenu, les marges, le score d'Altman. On est sur un haut risque, comme vous pouvez le voir là, donc s'il vous plaît, allez sur des actions qui vont vous rapporter de l'argent, et évitez surtout d'en perdre avec ce type d'action. Pernod Ricard, je vous ai déjà fait les fondamentaux plein de fois. On va aller regarder plutôt le technique, parce que ce que nous a demandé, alors je sais plus qui c'est de tête qui nous a demandé Pernod Ricard, mais je crois que ce qu'on nous demandait, c'était les points d'entrée. Alors déjà, bon, j'ai dessiné un support haussier long terme, très long terme même, avec lequel on a une bonne corrélation, comme vous pouvez le voir. Je pense que... Ah, attendez, je baisse un petit peu, vous voyez pas forcément bien. On va venir là, et par contre je vais venir là, voilà. Donc voilà, vous voyez ce support en bleu là, qu'on tient depuis très 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 longtemps, et avec lequel on a une bonne corrélation, sur lequel on a déjà rebondi. J'avais rechargé moi à ce niveau-là, hop. J'avais rechargé à ce niveau-là. Et là, vous voyez qu'on a un gap à la hausse qui s'est formé, qu'on n'est pas encore venu combler. Donc, pourquoi pas venir le combler en partie, sachant qu'il a l'air pour l'instant de servir de support. On l'a déjà comblé en partie. Donc, à voir si on devait revenir, par exemple, finir de combler déjà le gap, et pourquoi pas revenir sur la tendance haussière. En revanche, si on devait casser cette tendance haussière, venir la retester et repartir à la baisse, là, effectivement, personnellement, je serais en situation de vente sur Pernod Ricard. Après, j'aime le dossier, c'est pour ça que je suis investi dessus. Donc voilà pour Pernod Ricard. Et ensuite, on a Mercado Libre. J'arrive plus à me relire. J'ai écrit ça à une vitesse Mercado Libre, si je dis pas de bêtises. On va voir si je me trompe. Donc j'ai été checker, c'est une action US Mercado Libre. Donc Nasdaq. Ok. C'est pas trop mal en termes de rentabilité. ROCE 34%, Return on Equity 41-42%, des marges qui sont bonnes, supérieures au secteur d'activité. C'est sympa, un score d'Altman qui est safe. On va aller voir quand même le cash to debt. Un cash to debt qui est correct. Avec quand même une dette qui a fortement augmenté. Il faudrait essayer de définir pourquoi. Un revenu qui augmente beaucoup. Donc c'est pas mal. Revenu du commerce, revenu de la fintech. Mercado Libre. On va quand même aller voir. Je l'avais. Hop, société. On va voir un peu ce que fait l'entreprise. Exploitation de plateformes de commerce en ligne. Prestation de paiement en ligne, prestation de livraison, développement de sites d'annonces, du e-commerce globalement.
Ok. C'est pas trop mal, hein. On va aller voir quand même les deux severe warnings. Donc la dette à long terme, attention, qui a pas mal augmenté là, les 3 dernières années. Et le fait que les actifs augmentent plus rapidement que les revenus. On va aller voir un peu ce qui se passe en termes de croissance. Gross rank, c'est bien, ouais. 31% de croissance anticipée dans les 3 à 5 prochaines années pour le bénéfice par action, hein, donc par an. Donc en termes de croissance, c'est bien, c'est très bien. On est quand même sur une belle action pour, euh, pour Mercado Libre. Par contre, on a quand même un PI ratio de 80, ce qui est assez énorme. Bon, on anticipe une belle croissance, mais quand même, c'est assez énorme en termes de PI ratio. Donc personnellement, je serais quand même prudent et j'investirais pas maintenant. Ensuite, on a Serinov qui est spécialisé dans tout ce qui va être machine de production et de décoration pour notamment la céramique et le verre. On a un chiffre d'affaires qui se répartit entre la vente de machines et de fours, hein, justement pour ces constructions-là. Ensuite, on a de la vente de consommables et on a des prestations de services qui sont liées, hein, évidemment, au business. Si on regarde un petit peu le... Wow. Pardon. Si on regarde un petit peu les fondamentaux, on est sur la même action là, ouais. Bah les gars, c'est négatif en termes de profitabilité, donc déjà là on a un souci. On a un souci si on investit sur des entreprises pas rentables. On va pas gagner d'argent les gars. Euh, donc bon voilà, c'est une entreprise qui est pas rentable, hein, tout simplement. Euh, qui a de fortes chances de faire faillite. Regardez l'évolution du cash to debt quoi. C'est assez parlant. On a un revenu qui est en baisse. Donc, ne pas toucher, même si ça rebondit un peu là, les gars, ne touchez pas à ce genre d'action. Même si c'est de la spéculation, là, c'est pas terrible, quoi. C'est un peu du casino, à mon goût. Donc voilà, et ben on a fini. Je pensais ne pas. J'ai été vite, les gars. Donc si jamais vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me demander. Mais voilà. Donc globalement, déjà, une entreprise qui est pas rentable, les gars, restez-en éloignés, s'il vous plaît. Avant de gagner de l'argent, il faut apprendre à ne pas en perdre. Je fais rapidement aussi Wendel, je sais pas comment on le dit. Euh, Wendel, globalement, c'est moyen, notamment en termes de santé financière. Mais on est quand même sur une amélioration, hein, globalement, puisque on a un cash to debt qui a une tendance à s'améliorer, un revenu qui est moyen, globalement. Moyen, c'est le mot, hein, c'est moyen. Par contre, des marges nettes qui sont en baisse et qui sont très faibles par rapport au secteur d'activité. Donc ça, c'est un point d'attention aussi. Il faudrait que l'entreprise réussisse à améliorer ça. Bon, elle s'est fait fortement chahuter en bourse, hein, là elle rebondit, mais c'est peut-être qu'un rebond finalement de les gens se disent ah ben c'est sous-évalué, let's go. Globalement là, moyen terme, on est quand même sur une tendance baissière. Est-ce qu'on pourrait pas tirer une tendance ici? Peut-être. Tiens, on va aller voir ça. On va faire ça rapidement sur TradingView. Mais c'est moyen. En termes de fondamentaux, je pense qu'on peut trouver mieux. Est-ce qu'on arrive... Donc là, on a du gap baissier qu'on est en train de combler, qu'on a comblé en partie, qu'on a comblé en partie ici, qu'on est venu recombler encore un petit peu. Gap haussier, pardon, je dis des bêtises, excusez-moi. Et est-ce qu'on arrive à se tirer une petite tendance? Bon, c'est quand même bien baissier, hein. C'est quand même bien baissier, on fait des plus hauts de plus en plus bas. En revanche, bon, bah les plus bas, ils ont l'air quand même de se stabiliser depuis le Covid, sachant que la tendance baissière est pas nouvelle, hein, elle était déjà présente avant le Covid. Alors, moi je veux que tu me mettes au top là, mon kiki. Bon, on va voir ça après. On va voir ça après, mais non, globalement,
Bon, je sais pas, y a pas vraiment de corrélation là, du coup, j'ai l'impression avec la. On avait peut-être une tendance là, non, même pas. Bon, bah. Globalement, moi personnellement, je rentrerai pas là-dessus. Je rentrerai pas là-dessus. Après, si tu connais peut-être un petit peu mieux l'historique que moi, c'est Jean-Lin, je crois, qui a demandé à ce qu'on l'analyse. Donc, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais là, globalement, à première vue, ça me donne pas envie.